Chaque année, quand les résultats du CAPES de maths tombent, on voit revenir exactement les mêmes discussions. Certains félicitent les admis, d'autres consolent les recalés, et puis très vite, le débat repart sur le niveau du concours. On entend que le CAPES devrait devenir trop facile, que les sujets seraient presque niveau lycée, que la pénurie de profs ne pourrait comprendre n'importe qui, que le concours ne vaudrait plus grand chose, surtout à côté de l'agrégation. Alors déjà, on va poser les choses simplement. Si on compare uniquement le niveau mathématique brut, bah oui, évidemment, le CAPES c'est moins exigeant que l'agrégation. C'est pas une insulte, c'est pas un scandale, c'est pas une révélation. L'agrég et le CAPES, ça recrute pas exactement le même corps. Donc ils n'ont pas construit de la même manière, et ils demandent pas la même profondeur disciplinaire. Donc si quelqu'un dit mathématiquement le CAPES est plus facile que l'agrégation, bah oui, évidemment. Et il y a un deuxième point qu'il faut reconnaître, la crise de recrutement, oui, ça existe. Les maths, c'est une discipline où l'éducation nationale a du mal à recruter suffisamment. Donc les concours se déroulent dans un contexte de pénurie, et ce contexte pèse forcément sur les perceptions. Quand une institution manque de candidats, les gens se demandent naturellement si le seuil de recrutement n'est pas en train de baisser. C'est pas une question absurde. Mais le problème, c'est qu'à partir de ces deux constats, on fait souvent un saut qui est beaucoup plus rapide. On dit, le CAPES c'est moins dur que l'agrégation, il y a une pénurie de profs, donc le CAPES c'est facile. Et là, à mon avis, le raisonnement il déraille, parce que le CAPES, c'est pas une mini-agrégation ratée. C'est pas une compétition pour déterminer qui est le plus fort en maths abstraites. Pas non plus un certificat de niveau qu'on mettrait sur un CV pour dire regardez, je suis super fort en maths ou en pédagogie ou en didactique ou ce genre de choses. Le CAPES c'est un concours de recrutement de professeurs certifiés. Et ça change quand même tout. Un professeur de maths, c'est pas juste quelqu'un qui sait faire les maths. C'est quelqu'un qui doit enseigner des mathématiques à des élèves réels, dans une classe réelle, avec des contraintes réelles, dans une institution publique. Il faut évidemment une maîtrise disciplinaire, mais il faut aussi savoir expliquer, organiser une progression, anticiper des difficultés d'élèves, faire classe, évaluer, remédier, travailler avec une équipe et adopter une posture d'agent public. Et c'est exactement ce que les discours sur le niveau du CAPES, oui souvent. Ils regardent le concours comme si c'était uniquement un concours de mathématiques, mais c'est pas le cas. Le CAPES c'est un concours hybride. Il y a des épreuves disciplinaires, oui, mais il y a aussi des épreuves orales où on teste autre chose. La capacité à exposer, à rendre un savoir intelligible, à se projeter dans le métier et à comprendre ce que signifie enseigner dans le service public. Donc dans cette vidéo, on va essayer de remettre les choses à plat. Déjà, on va voir ce que c'est le CAPES aujourd'hui, notamment avec la réforme du concours Bac+3 et la coexistence temporaire avec l'ancien format Bac+5. Et ensuite, on va regarder les épreuves d'admissibilité, c'est-à-dire les équipes qu'on pense qu'elles les évaluent vraiment. Et ensuite, les épreuves d'admission, surtout l'entretien, parce que c'est l'épreuve la plus mal comprise et c'est celle qui donne le plus l'impression d'être arbitraire. Donc on va pas se demander est-ce que le CAPES c'est dur en maths ou pas, ni même si le niveau mathématique du CAPES actuel est légitime ou non. On va plutôt se demander qu'est-ce qu'on doit exiger de quelqu'un à qui on va confier des élèves, des savoirs, une classe et une mission publique. Déjà, avant de parler du niveau du CAPES, il faut déjà rappeler ce que c'est. Le CAPES, c'est le concours de recrutement des professeurs certifiés, donc. Dans l'enseignement public, les professeurs certifiés, c'est des fonctionnaires de catégorie A. Donc quand on passe le CAPES, on passe pas juste une épreuve pour prouver qu'on est bon en maths. On se présente à un concours qui sert à recruter des enseignants. Ça paraît évident dit comme ça, mais il y a beaucoup de confusions qui viennent de là. Le CAPES, c'est pas une médaille, c'est pas un badge qu'on met sur LinkedIn. C'est pas non plus une attestation officielle de niveau mathématique. C'est pas fait pour dire telle personne a validé un certain rang dans la hiérarchie des super matheux. C'est fait pour sélectionner des gens susceptibles de devenir professeurs de mathématiques dans l'éducation nationale. Et donc naturellement, le concours ne peut pas évaluer uniquement la capacité à résoudre des exercices. Il doit aussi évaluer la capacité à enseigner. Parce que si quelqu'un veut juste prouver qu'il sait faire des maths, il y a d'autres manières de le faire. Mais si quelqu'un passe un concours de recrutement de professeurs, la première question de l'institution, c'est est-ce que cette personne, elle peut aller devant une classe? Est-ce qu'elle comprend le métier? Est-ce qu'elle comprend le cadre dans lequel elle va exercer? Est-ce qu'elle sait faire autre chose que produire une solution correcte dans son coin? Depuis la réforme du recrutement, il faut aussi préciser qu'il y a un changement important. Le CAPES, aujourd'hui, maintenant, on peut le passer aussi à Bac+3, et les épreuves sont différentes. Le CAPES externe Bac+3, il est organisé avec 2 épreuves écrites d'admissibilité et 2 erreurs orales d'admission, comme pour le Bac+5. Les coefficients sont 3 et 2 pour les écrits, puis 5 et 3 pour les oraux. Autrement dit, les oraux pèsent quand même très lourd dans le concours. La réforme, elle repositionne le recrutement plutôt dans le parcours universitaire. Les concours deviennent accessibles à Bac+3 à partir de la session 2026, avec une formation ensuite en master et une titularisation à Bac+5. Le master M2E, c'est-à-dire le master enseignement et éducation, il est pensé comme une formation professionnalisante pour les futurs enseignants lauréats des concours accessibles à Bac+3. En gros, on recrute plus tôt, mais on ne titularise pas sans formation complète. Le concours, il arrive donc avant la fin du parcours professionnel, pas à la fin d'une expertise déjà stabilisée.
Ça, c'est important parce que ça change déjà la manière dont on doit interpréter les attentes du concours. On va pas demander à un candidat Bac+3 d'être déjà un professeur expérimenté. On va lui demander un socle disciplinaire suffisant, un potentiel professionnel et une compréhension minimale du métier dans lequel il veut rentrer. Alors la réforme Bac+3, j'en ai déjà donné mon avis politique dans une précédente vidéo, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, j'explique la logique derrière et comment le concours fonctionne. Si on regarde les 4 épreuves, on voit assez bien la logique. La première épreuve écrite, elle teste surtout la maîtrise disciplinaire, faire des mathématiques, raisonner, démontrer et rédiger. La deuxième épreuve écrite, elle reste disciplinaire, mais avec des documents à analyser, à critiquer ou à exploiter. On commence déjà à sortir du pur exercice isolé. Alors ensuite, on a donc le premier oral d'admission, qui lui est encore disciplinaire, mais le candidat doit exposer, parler clairement, interagir avec un jury, situer une notion et expliquer ce qu'il est en train de faire. Et enfin, il y a l'entretien, qui n'est pas une épreuve de mathématiques, mais une épreuve de projection professionnelle. On va typiquement y tester la motivation, la compréhension du métier, la posture d'agent public et le rapport aux valeurs de l'école et au service public. Donc dès le départ, le CAPES, il se laisse pas réduire à est-ce que les sujets de maths ils sont difficiles. Alors bien sûr, les écrits comptent, mais les oraux ils comptent beaucoup aussi. On va commencer par développer un peu plus sur les écrits, parce que c'est eux qui alimentent le plus les discussions sur le niveau. La première épreuve d'admissibilité, elle ressemble le plus à ce que les gens imaginent quand ils pensent à un concours de mathématiques. On a des exercices ou des problèmes. Il faut calculer, démontrer, justifier, rédiger, mobiliser des compétences. Là, oui, on est clairement dans la maîtrise disciplinaire. Le candidat doit montrer qu'il sait faire des mathématiques proprement, il doit savoir raisonner sans raconter n'importe quoi, rédiger de manière compréhensible, utiliser les bons théorèmes, contrôler ses hypothèses, ne pas confondre les objets, ne pas faire d'erreurs grossières sur des notions fondamentales. Mais il faut bien comprendre ce que cette épreuve elle cherche à faire. Elle n'est pas pensée pour distinguer les meilleurs mathématiciens de génération. Elle n'est pas non plus faite pour savoir qui a le niveau d'un agrégatif très solide ou d'un futur professeur. Elle vérifie qu'un futur professeur de mathématiques possède le socle nécessaire pour enseigner correctement au collège et au lycée, avec suffisamment de recul pour ne pas être prisonnier du programme qu'il enseigne. Et ça c'est quand même un point important. Un professeur il n'a pas besoin juste de savoir refaire les exercices qu'il donne à ses élèves. Il doit avoir plus de recul que ses élèves sur les notions. Il doit savoir pourquoi une définition est formulée ainsi, quels sont les prérequis, quels sont les prolongements, quels exemples sont fondamentaux, quels contre-exemples peuvent éviter les confusions. Il doit pouvoir répondre à des questions, repérer une erreur, expliquer autrement et parfois corriger une justification imparfaite. Donc les écrits du CAPES, ils sont beaucoup moins exigeants que les écrits de l'agrégation. Mais moins exigeants, ça veut pas dire vide. Une épreuve, elle peut être relativement accessible pour un très bon candidat, tout en restant utile pour éliminer ceux qui n'ont pas le socle nécessaire. Si quelqu'un se trompe lourdement sur des raisonnements élémentaires, s'il ne sait pas rédiger une preuve, s'il manipule mal les objets, s'il confond les notions de base, alors c'est un problème pour devenir professeur de mathématiques. Il y a aussi un piège fréquent, dire qu'un sujet est niveau lycée parce qu'il mobilise des objets vus au lycée. Le niveau d'une épreuve, il dépend pas juste des objets utilisés, il dépend de ce qu'on demande d'en faire. Prenons les suites par exemple, les suites on en voit au lycée, mais on peut poser une question sur les suites qui demande une rédaction propre, une preuve par récurrence par exemple bien structurée, une analyse d'hypothèse, une généralisation, une discussion de convergence ou une critique de solution. Même pas la même chose que de demander à un élève de terminale d'appliquer une formule. Même chose sur les probas. Les élèves ils voient les probas au lycée, mais un candidat au CAPES il doit être capable de distinguer fréquence, probabilité théorique, équiprobabilité, indépendance, conditionnement, variable aléatoire, modèle, simulation, etc. Il doit aussi pouvoir comprendre pourquoi les élèves confondent ces notions. Donc le simple fait qu'un objet soit enseigné au lycée ne suffit pas à dire que l'épreuve est du niveau d'un lycéen. La deuxième épreuve écrite elle est intéressante parce qu'elle fait déjà un pas de côté. Elle reste une épreuve disciplinaire donc, comme j'ai dit, mais elle s'appuie sur des documents. Il faut analyser, critiquer, compléter et exploiter. Officiellement, cette épreuve elle permet d'apprécier la maîtrise disciplinaire, mais elle passe par un rapport aux documents qui demande plus que de la résolution isolée d'un exercice. Et ça c'est aussi très important pour un futur enseignant. Un professeur il manipule pas juste ses propres raisonnements, il lit aussi des copies d'élèves, des manuels, des progressions, des documents institutionnels, des réponses fausses, des démonstrations incomplètes, des justifications bancales, des solutions qui ne sont pas rédigées comme lui il l'aurait fait. Il doit repérer ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est incomplet, ce qui est explicite, ce qui peut être sauvé, ce qui relève d'une confusion. Donc la seconde épreuve, c'est pas une épreuve de pédagogie au sens plein, on ne demande pas encore de gérer une classe, mais c'est déjà un peu plus que je fais mon exercice dans mon coin. Il faut lire des mathématiques produites par d'autres, comprendre ce qu'un document permet ou ne permet pas de dire, repérer des hypothèses, parfois compléter une argumentation. C'est une forme de recul disciplinaire qui prépare déjà à l'activité professionnelle. Puisqu'on parle de cette deuxième épreuve d'admissibilité, il y a aussi une deuxième critique des classiques quand on parle du CAPES, c'est que ça ne vérifie pas suffisamment la pédagogie. Alors il est vrai que le CAPES Bac+3 retire beaucoup d'éléments pédagogiques dans les épreuves qu'il y avait par exemple dans le CAPES Bac+5. Par exemple, l'épreuve de conception d'une leçon qu'on avait dans le CAPES Bac+5 comme première épreuve d'admission. Néanmoins, il faut aussi situer ce CAPES Bac+3 dans la progression. Il est en Bac+3.
Et il faut savoir aussi donc qu'un lauréat du CAPES Bac+3, il est voué à aller en Master M2E, c'est-à-dire Master Enseignement et Éducation, pour justement apprendre ces aspects didactiques et pédagogiques. On ne lui demande pas de vérifier ces aspects pendant le concours, parce que ces aspects, il n'est pas censé les connaître déjà tout de suite. Ils font partie de sa formation initiale. Bref, sur les épreuves d'admissibilité, on pourrait résumer comme ça. Les écrits du CAPES, c'est pas une agrégation miniature, ça vérifie un socle mathématique. Et ce socle, il est nécessaire. Sans maîtrise disciplinaire, le reste, il ne compense pas. On peut être super sympathique, super motivé, super sensible aux enjeux pédagogiques. Si on ne sait pas faire les maths qu'on doit enseigner, bah y a un problème. Et l'inverse est vrai aussi. Il ne suffit pas de réussir les écrits pour montrer qu'on est prêt à enseigner. Les écrits disent « cette personne a un certain socle mathématique ». Ils ne disent pas encore « cette personne s'est exposée, faire apprendre, faire classe ou se comporter comme agent public ». Et ça, c'est précisément ce que les oraux vont commencer à tester. Ces oraux-là, c'est souvent la partie la plus oubliée des discours, comme j'ai dit. Et c'est assez paradoxal parce qu'ils pèsent énormément. Dans le CAPES externe Bac+3, les deux écrits ont coefficient 3 et 2, donc 5 au total. Les deux oraux ont des coefficients 5 et 3, donc 8 au total, et l'oral disciplinaire à lui seul, il a déjà le coefficient 5, autant que les deux écrits réunis. Donc quand on parle du CAPES uniquement en regardant les sujets écrits, on oublie déjà une partie majeure du concours. Et surtout, on oublie la partie où le concours il change de nature. Le premier oral, il reste disciplinaire. Il y a encore des mathématiques. Il faut exposer, résoudre, expliquer et interagir avec le jury. C'est déjà plus la même compétence qu'à l'écrit. À l'écrit, le jury, il voit ce que vous savez faire. À l'oral, il voit aussi si vous savez rendre ce que vous faites intelligible. Et ça change quand même beaucoup de choses. Faire un raisonnement dans sa tête ou dans une copie, c'est pas la même chose que l'exposer au tableau, dans un temps limité, devant un jury, avec des questions qui interrompent ou déplacent le raisonnement. Il faut savoir organiser son propos, choisir ce ton écrit, verbaliser les étapes importantes, justifier sans se noyer, expliquer sans devenir flou, répondre quand on vous demande pourquoi, reconnaître une erreur, corriger le tir et situer une notion. C'est là qu'on commence à voir la différence entre savoir faire des mathématiques et savoir les présenter. Un très bon candidat disciplinaire, il peut être mauvais à l'oral s'il ne sait pas organiser son discours. Il écrit par tous vos tableaux, et il hiérarchise rien, et il donne des calculs sans expliquer les idées, ou alors qu'il s'effondre dès qu'on l'interroge. Et surtout, c'est là qu'on a des dimensions didactiques et pédagogiques qui apparaissent. La didactique, c'est pas juste être clair, c'est la question du savoir rendu imprenable. C'est comprendre comment une notion peut devenir un objet d'apprentissage pour les élèves. Un candidat, il peut savoir ce que c'est une dérivée, mais il peut ne pas comprendre, par exemple, pourquoi les élèves confondent nombre dérivé et fonction dérivée. Il peut savoir résoudre des équations, mais il peut ne pas voir que certains élèves traitent le signe égal comme une commande de calcul. Je vous fais quelque chose à gauche, j'écris le résultat à droite. Il peut connaître les probabilités, mais ne pas anticiper les confusions entre hasard, fréquence et probabilité et indépendance. Ces confusions-là, elles sont pas des détails, elles sont au cœur du métier. Enseigner, ce n'est pas verser un savoir dans la tête de l'élève, c'est prendre un savoir mathématique et organiser les conditions pour qu'il puisse être compris, travaillé, stabilisé et réutilisé. Donc il faut savoir où ça bloque, pourquoi ça bloque, et comment déplacer le blocage. Donc ça, c'est du pilotage dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Mais même la didactique, ça ne suffit pas, parce qu'une très bonne didactique peut échouer pédagogiquement. Une activité, elle peut être mathématiquement intéressante, mais impossible à faire vivre en classe. Trop longue, trop ouverte, trop difficile, trop dépendante d'implicite, ou même trop fragile si les élèves n'ont pas les prérequis. Elle peut être trop ambitieuse pour le temps disponible. Elle peut être tout simplement impossible à gérer avec 30 élèves, dont certains qui ont déjà décroché, d'autres qui vont trop vite, et d'autres encore qui n'osent pas poser de questions. La pédagogie, ça ne se résume pas à tenir la classe, et tenir la classe, ça veut pas dire faire la police. La pédagogie, c'est organiser concrètement les conditions de l'apprentissage. Quels objectifs, quelles consignes, quelle durée, quel support, que font les élèves pendant que je parle, que font-ils quand ils ne comprennent pas? Que font les plus rapides? Que font ceux qui décrochent? Quelle trace écrite? Quelle vérification? Quelle évaluation? Quelle suite? On peut avoir une très bonne maîtrise disciplinaire, encore une fois, et de très bonnes intuitions didactiques même, mais si on ne sait pas transformer ça en situation de classe, ça ne marche pas. Alors bon, le CAPES, évidemment, je l'ai dit, il peut pas exiger un candidat Bac+3 qu'il ait déjà l'expérience d'un professeur qui a 15 ans de métier, mais il peut vérifier une chose. Est-ce que le candidat se rend compte qu'une classe n'est pas un public abstrait et silencieux qui attend sa démonstration? Est-ce qu'il comprend qu'un élève qui se trompe n'est pas forcément paresseux? Est-ce qu'il sait qu'une activité doit être organisée? Est-ce qu'il comprend qu'une difficulté d'élève se lit, s'analyse et se travaille? Et encore une dernière dimension encore plus mal comprise, le fait qu'un professeur certifié, c'est pas juste un enseignant de mathématiques. C'est aussi un agent public. Il exerce une mission dans une institution. Il représente l'État. Il a des obligations et ça, c'est surtout l'épreuve d'entretien qui va tester cette dimension. L'entretien, c'est probablement l'épreuve qui suscite le plus de fantasmes. Il y a beaucoup de candidats qui ont l'impression que c'est noté au hasard ou que c'est une épreuve de bonne opinion où il faudrait réciter laïcité, république et égalité avec le bon ton pour faire plaisir au jury. Cette impression, on peut la prendre au sérieux parce qu'elle ne sort pas non plus de nulle part. Un entretien, c'est pas un exo de maths. Dans un exo, même si la correction elle peut être subtile, on sait à peu près à quoi on s'attend.
Une démonstration, elle est valide ou non, un calcul, il est juste ou non, une hypothèse, elle est utilisée correctement ou non. Mais dans un entretien professionnel, les critères, ils sont beaucoup moins visibles. On répond à une situation, on se projette dans un métier, on parle de posture, de valeurs, d'obligations, de réactions possibles. Donc évidemment, ça donne une impression plus floue. Mais flou, ça ne veut pas dire arbitraire. Opaque, ça ne veut pas dire sans critères. L'entretien, il n'est pas fait pour vérifier si vous savez diagonaliser une matrice. Ce n'est pas son objet. C'est une épreuve de projection professionnelle. Elle cherche à voir si vous comprenez ce que vous demandez en passant le concours. Entrez dans un métier d'autorité éducative dans une institution publique avec des élèves, des familles, des collègues, des obligations et des responsabilités. Elle peut donc porter sur votre motivation, votre parcours, votre compréhension du métier, votre rapport au service public, votre capacité à raisonner face à une situation éducative, votre connaissance des valeurs de la République, une compréhension de la neutralité, de la laïcité, de l'égalité de traitement, du respect de la dignité des élèves, de la lutte contre les discriminations et de la coopération avec l'équipe éducative. Et il y a un point sur lequel il faut vraiment insister, c'est pas une épreuve de bonne opinion. Le jury, il ne note pas vos opinions privées. Il ne vous sanctionne pas parce qu'il n'aime pas votre personnalité, votre humour, votre orientation politique, votre personnage public, ou même votre manière de critiquer l'éducation nationale. Par contre, il peut évaluer votre capacité à répondre comme futur professeur du service public. Parce que votre classe, c'est pas par exemple sur votre chaîne YouTube ou votre compte Twitter, c'est pas votre salon, c'est pas votre espace privé d'expression. Vous avez des opinions évidemment, vous avez des convictions évidemment, mais devant des élèves, vous n'êtes pas un individu privé qui parle à d'autres individus privés. Vous êtes un professeur, vous avez une autorité institutionnelle, et cette autorité-là, elle est encadrée. Ça veut pas dire que l'école n'a pas de valeur, au contraire. La neutralité du professeur, c'est pas l'absence de valeur. Elle sert justement à garantir un cadre commun. La liberté de conscience, l'égalité de traitement, la laïcité, le refus des discriminations, l'accès de tous au savoir. La neutralité, elle veut pas dire que tous vaut, elle veut dire que le professeur ne transforme pas la classe en tribune personnelle. L'épreuve d'entretien, elle comporte classiquement une question de mise en situation. Par exemple, sur le site officiel, on nous propose la question « Lors d'un cours sur la décolonisation en histoire, un élève affirme qu'aujourd'hui encore, l'école est raciste. Qu'en pensez-vous » D'abord, il faut bien comprendre la question. Il y a un contexte, un cours sur la décolonisation, et une situation, l'élève qui dit que l'école est raciste. Enfin, il y a un type de réponse attendue, en l'occurrence un avis. Il faut bien le comprendre pour ne pas répondre à côté. Par exemple, répondre juste à une autre question type « Pendant mon cours de maths, un élève se lève et hurle que l'école est raciste. Faites-vous » Ici, on attend bien ce que vous pensez de cette situation. Et le jury, ce qu'il va évaluer, c'est votre posture et votre raisonnement professionnel à partir de votre réponse. Une incompréhension classique de cette question, c'est que la réponse évidente, ça dépend du contexte. Face à une situation de classe, il n'y a pas une bonne réponse unique, et c'est vrai. Évidemment que ça dépend du contexte, ça dépend de la classe, de l'élève, du ton, de la répétition ou non du comportement, de l'établissement, du moment, du rapport avec les familles, de la présence d'un danger, de l'âge des élèves, de l'état émotionnel du groupe, etc. Mais ça dépend du contexte, ça ne peut pas être le point d'arrivée, ça doit être le point de départ. Si à une mise en situation, votre seule réponse c'est « ça dépend du contexte, j'improvise avec les moyens du bord », vous n'avez pas vraiment répondu. Vous avez dit une vérité générale que tout le monde connaît. Le problème professionnel, il commence après. Puisque ça dépend du contexte, quels éléments du contexte regardez-vous? Quels sont les enjeux? Quels sont les risques? Quelles sont vos obligations? Quelles sont vos marges d'action? Qu'est-ce que vous faites immédiatement? Qu'est-ce que vous traitez après coup? À qui est-ce que vous devriez transmettre l'information? Qu'est-ce qui relève de vous? Qu'est-ce qui doit être pris en charge à l'équipe? L'entretien, il ne vous demande pas une recette universelle. Il ne vous demande pas de produire une méthode magique qui fonctionnerait dans 100% des cas. Il vous demande de montrer que vous êtes capable de raisonner comme un professionnel. C'est exactement la distinction importante. On n'évalue pas une formule à appliquer mécaniquement. On évalue une manière d'analyser, de hiérarchiser, de contextualiser, d'identifier ses limites et de rester dans son rôle. Une bonne réponse à une mise en situation, elle doit donc souvent montrer plusieurs choses. Déjà, qualifier les faits. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est une provocation, un malaise, une contestation du cours, un conflit entre élèves, une situation de harcèlement, une parole discriminatoire, une mise en danger? On répond évidemment pas de la même manière à tout. Ensuite, identifier les enjeux. Voilà, il peut y avoir un enjeu, par exemple, de climat de classe, de continuité du cours, de sécurité, de dignité des élèves, de liberté de parole, de lutte contre les discriminations, de protection d'un élève vulnérable, de respect du règlement intérieur. Il faut ensuite rappeler le cadre. Le professeur, il est garant du cadre de classe. Les élèves ont droit au respect. Le cours a un objectif. Le règlement intérieur existe. La parole des élèves peut être accueillie, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel moment, et pas au détriment de la sécurité ou de la dignité des autres. Ensuite, il faut agir avec proportion. Une réponse professionnelle, ce n'est généralement ni une punition réflexe, ni une fuite, ni un grand débat improvisé. Pour rétablir le cadre, désamorcer, protéger, ne pas humilier, ne pas laisser passer ce qui est inacceptable, mais ne pas non plus transformer chaque perturbation en scène dramatique. Puis mobiliser le collectif si nécessaire. Un professeur, il ne va pas tout gérer tout seul.
Selon les cas, il peut mobiliser le professeur principal, le CPE, la direction, l'infirmier, le psychologue, l'assistant social, les AESH, les familles, et pour savoir quelle personne mobiliser, il faut d'abord comprendre la place du professeur dans l'école, dans sa hiérarchie, et la place des autres intervenants possibles. Certaines situations, elles doivent être signalées, discutées, suivies. Et enfin, il faut tirer une perspective éducative. Reprendre avec l'élève, reconstruire un cadre de parole, distinguer faits, ressentis, opinions et savoirs, rappeler les règles, travailler sur le respect ou organiser un relais institutionnel. Si on revient à notre exemple, lors d'un cours sur la décolonisation en histoire, un élève affirme aujourd'hui encore «l'école est raciste». Qu'en pensez-vous? Déjà, si on a mal compris la question et qu'on répond à «pendant mon cours de maths, un élève se lève et hurle que l'école est raciste, que faites-vous?» le jury va pas apprécier le hors-sujet. Ensuite, avec cette mauvaise question, il y a deux mauvaises réponses évidentes. La première, je le vire immédiatement. La deuxième, j'arrête mon cours, je lance un grand débat improvisé sur le racisme à l'école. La première réponse est mauvaise parce qu'elle réduit tout à de la discipline. Oui, évidemment, se lever et interrompre le cours, ça pose un problème de cadre. Mais la phrase peut exprimer une provocation, un malaise, une expérience vécue, une accusation générale, une souffrance, ou même une volonté de perturber. Si la seule réponse est l'expulsion réflexe, on montre qu'on ne sait pas analyser une situation éducative. La deuxième réponse, elle est mauvaise aussi. La classe, c'est pas un plateau télé. Le débat improvisé, ça peut exposer des élèves, créer des tensions, ça peut empêcher le cours, ça peut transformer une parole sensible en affrontement collectif. Une meilleure réponse, ici hors sujet puisqu'on répond pas à la question d'origine, mais on imagine, ce serait de rétablir calmement le cadre. Dire que le propos est grave, qu'il peut devoir être entendu, mais qu'on ne se lève pas pour interrompre le cours ainsi. Rappeler que chacun a droit au respect et que le cours doit continuer. Proposer éventuellement d'en reparler à la fin de l'heure ou avec un adulte référent si l'élève signale un vécu précis. Et si une situation de discrimination ou de harcèlement apparaît, la traiter institutionnellement. Ce n'est pas une phrase magique, c'est pas une solution parfaite, c'est une posture. Maintenir le cadre sans nier une alerte possible. Alors on peut prendre un autre exemple hypothétique. J'ai dit tout à l'heure que le CAPES, c'est avant tout un concours de recrutement de professeurs certifiés, un concours de la fonction publique. En tant que tel, donc, naturellement, la motivation principale pour passer ce concours doit être l'objectif de devenir professeur certifié, représentant de l'État dans le service public de l'éducation. Mais qu'est-ce qui se passe si le jury se retrouve devant un candidat qui, par exemple, ne fait ce concours que pour le titre honorifique de pouvoir se revendiquer professeur certifié dans son CV? Déjà, si un candidat dit clairement à l'entretien « je passe le CAPES uniquement pour mon CV, je ne veux pas enseigner », le jury peut évidemment considérer que sa motivation et sa projection dans le métier sont très faibles. Ça, c'est pas une sanction d'opinion. Le CAPES, c'est un concours de recrutement, donc l'entretien évalue justement la motivation et la compréhension du métier. Maintenant, si le candidat a tenu des propos publics, par exemple de ce genre, avant le concours, bon, là c'est déjà un peu plus délicat. Un jury ne devrait pas sanctionner une personne parce qu'il n'aime pas son personnage public, son humour, sa critique de l'éducation nationale ou sa notoriété. Ça, ce serait très problématique évidemment. En revanche, si les propos publics touchent directement à la motivation professionnelle, par exemple je veux le concours mais pas le métier, alors le jury peut légitimement demander comment articulez-vous ces propos avec votre candidature à un concours de recrutement d'enseignants? Et là ce qui compte c'est la réponse du candidat. Est-ce qu'il contextualise? Est-ce qu'il montre une évolution? Est-ce qu'il reconnaît par exemple peut-être une maladresse? Est-ce qu'il comprend la mission? Ou est-ce qu'il confirme qu'il ne veut pas enseigner? La frontière elle est là. Le point central de l'épreuve, c'est l'aspect entretien d'embauche. On ne peut pas se pointer en entretien d'embauche en disant qu'on ne veut pas de l'emploi. Il peut donc être justifié pour le jury d'employer des propos publics qui se rapportent à la motivation du candidat ou à sa projection dans le métier. Alors attention, l'épreuve d'entretien, c'est pas un entretien d'embauche stricto sensus. Elle reste une épreuve d'un concours de recrutement. Mais la comparaison me paraît quand même pertinente. Du moment que le jury utilise les éléments à sa disposition dans le cadre des attendus de l'épreuve, il peut être légitime d'interroger le candidat sur une contradiction apparente entre sa candidature et les propos publics directement liés à sa motivation professionnelle, même si ceux-ci n'ont pas été explicités durant l'entretien lui-même. Alors on veut maintenant proposer une grille interprétative des notes à l'entretien. Alors attention, c'est pas une grille officielle, moi je suis pas jury au CAPES, j'ai pas accès aux grilles officielles et aux consignes du jury. C'est juste une manière de comprendre ce que différents niveaux de prestation pourraient signifier et qui me paraît plutôt réaliste dans la mesure des attentes de l'épreuve telles que je les perçois. Un 0 sur 20 à l'oral, c'est normalement hors-jeu complet. Absence de prestation, refus de répondre, attitude ou propos rendant l'évaluation impossible, typiquement. Dans les épreuves orales du CAPES externe Bac+3, la note 0 elle est éliminatoire. Un 1 sur 20, en revanche, par exemple, c'est pas automatiquement illégal ou impossible. Par contre, c'est une note qui est extrêmement sévère. Elle peut correspondre à une prestation qui est presque entièrement incompatible avec l'épreuve. Absence massive de motivation, refus du rôle d'agent public, incompréhension profonde du métier, réponse dangereuse ou hors cadre. Alors une telle note, ça peut évidemment interroger, elle peut être brutale, discutable, éventuellement contestable, et souvent même disqualifiante pour le candidat, à moins qu'il ait particulièrement excellé aux autres épreuves, mais elle n'est pas nécessairement absurde en soi, même si le candidat avait par exemple de bonnes notes aux écrits. Les écrits à l'entretien n'évaluent pas la même chose.
Un 5 sur 20, ça correspondrait à une réponse qui est très faible. Une improvisation brute, je fais au feeling, punition réflexe, débat improvisé, confusion entre opinion personnelle et posture professionnelle. Par exemple, répondre uniquement ça dépend du contexte, sans dire ce qu'on regarde dans le contexte, ou répondre je vais débattre avec l'élève alors que la situation demande surtout de rétablir un cadre, c'est très faible. Un 10 sur 20, ce serait une forme d'acceptabilité minimale. Le candidat a des repères, il n'est pas manifestement hors cadre, il comprend vaguement qu'il faut rester professionnel, qu'il faut pas humilier, qu'il faut mobiliser l'équipe, qu'il faut rappeler les règles. Mais c'est encore peu précis, pas trop concret, pas très articulé. Un 15 sur 20, par contre, c'est plutôt une bonne prestation. Le candidat, il qualifie les faits, il identifie les enjeux, il rappelle le cadre, et il agit avec proportion. Il reconnaît les limites, il mobilise les bons relais, et il montre qu'il sait raisonner dans une situation complexe. Enfin, un 20 sur 20, ça ne veut pas dire que le candidat saura résoudre toutes les situations réelles. C'est pas une garantie magique. Ça veut dire qu'à l'épreuve, il a montré une excellente capacité à raisonner comme futur professionnel. Clarté, adaptabilité, conscience des tensions, sens des priorités, opérationnalité, compréhension du cadre, par exemple. C'est ça le point important. L'entretien, il garantit pas qu'un candidat sera parfait en classe. Aucun concours ne peut garantir ça. Mais il peut donner un indicateur. Imparfait, oui. Discutable, oui. Mais pas dénué de sens. Quelqu'un qui a des idées claires sur son rôle, ses obligations, ses limites, ses priorités et ses marges d'action, a quand même plus de chances de réagir correctement qu'une personne qui répond au hasard, qui confond tout, ou qui ne comprend pas dans quel métier elle entre. Maintenant qu'on l'a vu tout ça, on peut revenir à la question de départ. Est-ce que le CAPES, c'est facile? Si on parle uniquement de difficultés mathématiques par rapport à l'agrégation, par exemple, bah oui, le CAPES c'est beaucoup plus accessible. Si on prend un très bon candidat à l'agrégation, il trouvera probablement les équilibres CAPES très simples. Et puis bah oui, le contexte de pénurie en mathématiques, il est réel. Donc il faut pas faire comme si toutes les critiques du niveau étaient absurdes. Mais conclure de là que le CAPES est facile, c'est regarder une partie du concours et la plus facile, et oublier le reste. C'est oublier les coefficients, c'est oublier les euros, c'est oublier que l'oral disciplinaire teste non seulement la capacité à faire des maths, mais aussi à les exposer, c'est oublier la didactique, la pédagogie, la projection professionnelle et la posture d'agent public. Le CAPES, il n'est pas difficile de la même manière qu'un concours de mathématiques classiques ou même que l'agrégation. Et c'est précisément pour ça qu'il est mal compris. Cette difficulté, elle n'est pas dans la profondeur technique des exercices, elle est dans l'articulation de plusieurs dimensions. Il faut savoir faire des mathématiques, il faut savoir les expliquer, il faut savoir les rendre apprenables, il faut savoir transformer une idée en situation de classe, il faut savoir se projeter dans une institution, il faut savoir que ce n'est pas juste un individu privé face à des élèves, mais un agent public avec une mission, des obligations et une responsabilité. Et c'est comme ça qu'on réussit son CAPES. Ça ne veut pas dire que le CAPES est parfait. On peut discuter les modalités du concours, on peut discuter la réforme, on peut discuter la transparence de l'entretien, la formation des jurys, la variabilité des mises en situation, le poids des coefficients ou la difficulté d'évaluer une posture professionnelle en 35 minutes. Tout ça c'est discutable. Mais critiquer les modalités d'une épreuve, c'est pas nier son principe. Pour recruter des professeurs, il serait quand même absurde de n'évaluer que la technique mathématique. Sinon on ferait un concours de maths pur, et on découvrirait ensuite que certains oraux ne savent pas expliquer, qu'ils savent pas faire classe, qu'ils savent pas enseigner, qu'ils veulent pas enseigner, ou ne comprennent pas les obligations du service public. Donc le vrai débat, c'est pas juste est-ce que le CAPES est dur en maths. Cette question, elle existe, mais elle suffit pas. Le vrai débat, c'est est-ce que le concours, il permet de repérer des candidats capables de devenir professeurs de mathématiques. C'est quand même une question qui est beaucoup plus intéressante. Ainsi, le CAPES, ce n'est donc pas une mini-agrégation. C'est pas non plus un simple entretien de motivation. C'est un concours hybride, parfois imparfait, parfois discutable, mais dont la logique est claire. Recruter des personnes capables de devenir professeurs de mathématiques dans le service public. Donc la prochaine fois qu'on entendra le CAPES est facile, il faudra demander facile selon quels critères? Facile en comparaison à quoi? Facile pour qui? Faire des maths sur une copie ou pour enseigner des maths à 30 élèves dans une institution publique? Donc un professeur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui sait faire apprendre dans un cadre, avec des élèves et avec une responsabilité.